Bonjour et bienvenue, coronavirus oblige, nous ne pouvons actuellement pas produire de nouvelles émissions. Nous vous proposons toutefois de voir ou de revoir certains de nos reportages. L'année dernière, le pasteur de Tramelan Philippe Kneubuhler a été élu au Conseil synodal des Églises réformées Berne-Jura-Soleure. Il est le seul francophone à l'exécutif. Problématiques actuelles et défis d'avenir entre le Jura bernois et la capitale. Être élu conseiller synodal, c'est d'abord un honneur. On a été élu par un synode, donc les gens nous font confiance. Évidemment, c'est aussi une responsabilité, une grande responsabilité. Il s'agit de mettre en œuvre les décisions du synode, d'infléchir l'avenir pour notre Église, de prendre des décisions stratégiques sur ce qu'elle va être à l'avenir. Et de ce point de vue-là, je me réjouis beaucoup de cette nouvelle tâche. Je m'appelle Philippe Kneubuhler, je suis pasteur ici à Tramelan, dans la région du Parc 8, et depuis le 1er janvier, je suis également conseiller synodal à Berne. Mon parcours professionnel m'a amené, après mes études de théologie, tout d'abord en Allemagne, au nord de l'Allemagne, à Bielefeld, où j'étais assistant au Nouveau Testament. Puis ensuite, je suis revenu en Suisse, dans le Jura, la paroisse de Delémont, secteur de Courant-de-Lin. Et puis ensuite, j'ai été à Saint-Imier, pendant quelques années, et de là, j'ai été nommé directeur du centre de Sornetan. Et puis après quelques années, j'ai ressenti le besoin de retourner en paroisse, ce qui m'a amené ici à Tramelan, dans le Parc 8. Et depuis le 1er janvier, je partage ma vie entre la paroisse de Tramelan et puis le conseil synodal à Berne. Quatre ans de prison, c'est la peine requise contre un ancien employé d'UBS par le ministère public de la Confédération aujourd'hui. Le banquier est accusé d'avoir vendu des données de clients en Allemagne. À Berne, je suis le francophone de service. Je suis celui qui embête les gens en leur demandant de parler le bon allemand ou le français. Et puis j'essaye de parler le plus possible le français pour que cette langue résonne un peu dans les locaux de l'église. Si on compare la partie romande et la partie alémanique, évidemment qu'on n'est pas du tout en symétrie. Les romans sont, je pense à tout casser, 5% du nombre des paroissiens et des paroisses du canton. Donc c'est vraiment très minoritaire. Mais enfin, toujours est-il que c'est une église qui se veut bilingue, qui a ce rôle-là, comme le canton d'ailleurs, de pont entre les cultures. Je pense que c'est vraiment important de soigner cela et puis d'y mettre de l'énergie pour que ce soit un peu exemplaire au niveau suisse en fait. Je m'occuperai du département de la catéchèse. C'est donc le département qui s'occupe de toutes les questions liées à, je dirais, l'apprentissage de la foi, si on peut parler de l'apprentissage de la foi, puisqu'elle ne s'apprend guère finalement, mais enfin de tout ce qui a trait à l'éducation de l'enfance, de l'adolescence, et puis des jeunes adultes aussi un petit peu. Bonjour, salut Pia. Salut, sois le bienvenu. Merci, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Avec mon nouveau chef, tu vois. Oui, magnifique. J'aime beaucoup travailler avec lui. Je le connais depuis longtemps parce qu'il était président de la commission de la catéchèse à l'arrondissement du Jura. Quand j'ai commencé mon travail ici, alors on se connaît déjà. Et je me suis réjouie qu'il sera notre nouveau conseiller synodal. Le fait qu'il soit francophone ne cause aucun problème. Au contraire, notre secteur, la catéchèse, est le seul secteur, le seul département qui est parfaitement bilingue. Alors je pense que la relation entre les deux parties de notre Église, partie de langue, sera encore mieux. Dann kommt etwas Curriculares hinein, dass es ein gewisser Aufbau ist. Man kann nicht das letzte Theologiemodul... Ah ja, das ist jeweils ein Thema. Genau. Und dann c'est vraiment quelque chose de neuf pour moi. C'est évidemment un défi d'être le représentant des francophones à Berne, d'être également un conseiller synodal parmi les autres, ou avec des responsabilités, un département qu'il faudra mener, avec évidemment toute cette responsabilité collégiale de l'ensemble de la vie de l'Église. Et tout ça, à la fois, me passionne, je me réjouis, puis à la fois, j'en ai un
petit peu peur aussi, parce que évidemment je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans tout, et puis je me rends bien compte que c'est quelque chose d'important et qui va forcément être par moments compliqué, et j'espère être à la hauteur de la tâche. L'entraide protestante suisse propose de s'intégrer en jardinant. À Bienne, chaque semaine, une vingtaine de personnes étrangères de tous horizons se retrouvent pour labourer, planter et récolter sur le terrain de la paroisse réformée à l'église Saint-Paul de Madretsch. Le but de ces jardins, c'est que les gens se sentent à la maison, disons, qu'ils s'intègrent en Suisse, qu'ils prennent des racines, qu'ils apprennent le jardinage biologique et puis qu'ils sortent de la maison, qu'ils connaissent d'autres personnes, qu'ils connaissent des Suisses aussi avec les bénévoles qui travaillent ici pour ce projet. Okay, wir machen einen Kreis wie immer. Eben im Garten, was man heute machen kann. Es hat viel geregnet, man muss kein Wasser geben. Nous sommes ici à Madretsch, dans le jardin de l'église Saint-Paul, dans un projet de jardinage pour des réfugiés organisé par les pères. Il y en a de l'Érythrée, Irak, Iran, Syrie, il y a des jeunes, il y a surtout aussi des gens âgés, il y a de tout, il y a des familles. Ici, on a la nouvelle participante qui vient d'arriver aujourd'hui. Il y a Agathe Lech, la bénévole qui l'aide, parce qu'ici, il y a vraiment encore du travail à faire. Il faut enlever des mauvaises herbes. Ouais. Elle commence en mai. Elle peut déjà tout mettre, parce que souvent, les gens ils ont un peu la tendance que déjà en avril, ils aimeraient mettre des tomates, et puis c'est un peu risqué. Hein. Donc ici, on a le jardin de Nourian d'Afghanistan, qui a un jardin la première fois dans sa vie. Tu hattest nie einen Garten, oder, in Afghanistan? Nein, ok. Et puis elle a aussi écrit ce qu'elle a planté en allemand et puis en farsi dans sa langue maternelle. Ja, sehr, sehr gut. Ein bisschen Leute kennen. C'est très très bien. On rencontre des gens et on parle avec eux. On apprend aussi à planter. Et c'est bien pour le calme. Après 2 ou 3 ans, on se rend compte qu'une personne est devenue beaucoup plus ouverte, elle parle beaucoup plus. Et puis là, on est vraiment sûr que le jardin contribue beaucoup parce que c'est vraiment un endroit où on peut parler la langue sans devoir avoir peur. Donc c'est à niveau des langues qu'il y a sûrement beaucoup de progrès. Je viens de Géorgie. Je vis en Suisse depuis 6 ans. Pour moi, personnellement, c'est bien de venir ici parce que l'on fait quelque chose. C'est un premier point. On est occupé. Et aussi pour pouvoir avoir des contacts. On pratique la langue. On parle ensemble en allemand. Je viens volontiers ici. Oui, pour moi, ce projet ici, il est très important parce que les personnes arrivent, ils prennent des racines et puis aussi des ressources et puis après, ils sont vraiment prêts pour s'intégrer à niveau professionnel, à niveau de la langue, à niveau social. Donc c'est une bonne base ici pour commencer l'intégration en Suisse. Jardin toujours avec celui de la cure de Reconvilliers qui accueillait l'année dernière un espace de coworking durant l'été. Un concept novateur où chacun pouvait venir travailler à sa guise tout en faisant des contacts. C'est un lieu où on s'inspire, c'est un lieu où on doit être prêt à travailler différemment parce qu'on peut tout à fait faire quelque chose comme faire son budget sous un arbre, faire de l'administration adossée à un arbre, mais simplement c'est clair qu'on n'est pas dans un environnement classique.
On est dans un coworking qui a la particularité d'être en plein air. On est à Reconvilliers, dans les jardins de la cure de l'église réformée. Ça fait 10 ans que je fais du coworking et on rêvait de faire un coworking en plein air parce qu'on s'occupe beaucoup des nouvelles façons et méthodes de travail et la façon dont on va travailler demain. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de faire ça pour la première fois ici. Les profils des personnes qui seraient susceptibles de venir travailler dans un espace de coworking, c'est des personnes qui ont quand même une certaine flexibilité. Une personne qui se retrouve derrière son poste de travail fixe, vu son travail, ne pourra peut-être pas le faire. Par contre, une personne qui a la possibilité de se déplacer, qui fait du home office par exemple, ou qui a des fois des longs trajets, a la possibilité de venir. Je trouve le concept assez sympa. Disons que moi qui ai l'habitude de travailler seule dans mon bureau, c'est vrai que c'est vraiment un truc que j'apprécie, justement pour pouvoir discuter avec d'autres qui ne sont pas forcément du même métier, prendre un café, prendre le temps de faire connaissance avec d'autres personnes, peut-être de rencontrer des gens justement qui ne font pas forcément partie de la paroisse ou peut-être les distanciés de l'église, peut-être qui viendront jeter un coup d'œil. Enfin voilà, on espère attirer d'autres personnes que les personnes qu'on voit le dimanche matin à l'église. En fait, il y aura aussi toute une série d'événements. On a voulu créer un espèce de partage et aussi du réseau, créer un réseau entre chacun. Et du coup, on a eu l'idée de faire les after-work, donc c'est le jeudi soir de 17h30 à 20h. Et puis le samedi matin, des méditations sonores de 9h30 jusqu'à 11h30. Ça fait partie de notre ADN en quelque sorte de créer des occasions de rencontres et de vivre la communauté. Et effectivement, un coworking, c'est une communauté d'une certaine manière. Et pour nous, pour la paroisse, c'est la possibilité d'élargir notre réseau d'une part, et puis peut-être aussi d'avoir par ces contacts un regard externe sur nos activités, sur notre manière de travailler. Au premier abord, on peut se dire tiens, c'est bizarre, je ne vais pas aller coworker dans une église. Et au contraire, je pense que c'est l'ouverture d'esprit qu'apporte aujourd'hui aussi l'église. Donc on est très content de pouvoir profiter de cet endroit qui est tout simplement magnifique. Sujet moins glamour cette fois, avec un pasteur qui correspond avec un condamné à mort aux États-Unis. Une démarche rendue possible grâce à l'action chrétienne pour l'abolition de la torture. En tant que chrétien, je n'ai pas le choix, parce que la peine de mort est un scandale. Au niveau biblique, ça ne tient pas le coup. Même s'il y a peut-être des soi-disant chrétiens qui pensent pouvoir corroborer le fait de la peine de mort avec des textes bibliques, pour moi, ça ne joue pas. Actuellement, j'écris une lettre à Daniel Gwynn, incarcéré à la Death Row, alors couloir de la mort, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et je vois à quel point que c'est vraiment important pour ces personnes d'être en contact pour remarquer qu'on n'est pas oublié. Parce que 25 ans dans le couloir de la mort, c'est long, c'est la moitié de sa vie. Et pour moi, c'est comme une lutte personnelle. Moi, je suis convaincu et persuadé qu'on va le sortir de ce trou. Dear Daniel, thank you for your prayer and wishes. I'm in a good shape and I hope even you. By the way, how works your foot? Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir mis le feu en asile pour personnes sans abri. Et puis, suite à cet incendie, il y avait un mort. Il fallait avoir un coupable. Puis c'était lui. Mais aujourd'hui, il y a quand même plusieurs témoignages qui disent que c'est probablement faux.
On s'écrit une fois par mois, disons une fois. Ça fait tous les 15 jours, il y a une lettre qui passe, soit de l'autre bord de l'Atlantique ou de l'Europe. Dans nos lettres, on parle à deux différents niveaux, juridique et aussi personnel. Juridique pour reprendre la cause au niveau du tribunal et puis au niveau personnel, un peu du train-train quotidien. Alors ça peut être un état de santé, mais aussi des intérêts, le passe-temps, toutes sortes de choses. Des fois, j'hésite un peu je me dis, non de bleu, moi je peux faire n'importe quoi, puis lui, il n'a pas le choix. Puis en même temps, il me dit, mais écoute, ça m'intéresse, c'est la vie. Ja, ich habe das geschrieben. Das habe ich geschrieben vorhin. Aber ich möchte den Leben geschrieben. Ja. C'est vraiment une misère que ça existe encore ici sur notre terre, qu'il y a des personnes qu'on veut tuer à cause de quelque chose. Il faut toujours se battre contre ça et peut-être un jour on verra qu'il y a plusieurs de gens qui ne se taisent plus. C'est un scandale, cette peine de mort. C'est vraiment pas très intelligent de parler de la peine de mort, vu que la peine devrait donner la chance de corriger une fois le tir. Alors, si la peine de mort est exécutée, il n'y a plus rien à corriger. Et, personnellement, je suis persuadé de son innocence. Et je crois vraiment, fermement, qu'on va sortir de ce trou. Et il faudra l'accompagner après pour la vie en liberté, parce que un être humain qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison, c'est pas facile de trouver le bon pas, le bon chemin. Mais moi, je suis confiant. Les grands-parents ne sont plus ce qu'ils étaient. Souvent encore très actifs, leur rôle est parfois difficile à définir. Ils gardent toutefois une place prépondérante dans les familles. Rencontre avec deux nouveaux grands-parents à Bienne. Quand Zoé est née, j'ai eu l'image que nous étions les bonnes fées qui nous penchions sur le berceau de Zoé, et avec plein de bonnes intentions, de vœux pour sa vie. Et je trouve que cette bienveillance, elle s'est matérialisée autour de Zoé. Depuis 13 mois, nous sommes grands-parents. Notre fille aînée a une petite fille et chaque jeudi, nous gardons Zoé. L'autre grand-maman de Zoé prend beaucoup soin d'elle aussi, beaucoup plus que nous encore. Et je trouve que c'est vraiment important ce rôle des grands-parents, des parents pour appuyer, pour permettre aux parents de pouvoir avoir confiance dans le fait que leur enfant est bien entouré. On commence avec le sanglier, qui a une grosse dent puis qui fait... Ce que ça change, c'est de réaliser que tout d'un coup, j'ai changé de génération. Je ne suis plus dans la génération des parents, ou des parents seulement, mais aussi maintenant dans la génération des grands-parents. Et pour moi, grand-père, alors évidemment, un grand-père, il a une barbe, mais une barbe toute blanche. Il est vieux, parce que les souvenirs que j'ai de mes grands-parents, ils étaient vieux, très très vieux. Et en même temps, je ne me considère pas encore totalement comme très vieux, mais quand même, j'ai basculé dans cette génération-là. Alors le cerf, lui, il a des bois très grands, et puis chaque année, il tombe. Mais ce qui change le plus, c'est de voir notre fille qui devient maman. Parce que tout d'un coup, elle a la responsabilité d'être maman, et mon regard sur elle a forcément changé ces derniers mois. Qu'est-ce qu'elle fait, grand-maman? Allez, on va vers grand-maman. Hop, tu te mets debout? Ouais. On va aller voir? Tu viens vers moi? Je me rends compte que je suis plus confiante, plus tranquille que quand j'étais maman simplement d'enfant de son âge. J'ai plus confiance en moi, en la vie, en elle, que quand j'étais mère. Je pense que j'étais plus anxieuse.
Alors ça change beaucoup. En fait, comme maman, je me mettais des enjeux, des objectifs. J'avais beaucoup de pression et j'en mettais beaucoup à mes enfants. Et je crois que là, avec un petit enfant, ça me permet d'être beaucoup plus cool, quoi. J'ai pris conscience en devenant grand-parent que Zoé aurait 82 ans en 2100. Et ça a été un grand vertige. Et donc, un peu comme une évidence, avec Anne, nous nous sommes engagés dans l'association Grands-parents pour le climat, parce que notre comportement aura des conséquences sur ce que notre petite fille vivra tout au long de sa vie, mais qui est peut-être symbolisé par cette échéance de 2100 qu'elle verra peut-être. Ouais, puis là, on change. C'est aussi pour ça que nous sommes en soutien, je suis en soutien de la famille de Zoé, parce que je pense que c'est une voie essentielle. L'entraide, les liens, le partage. Allez, bonne sieste. Ciao. À tout à l'heure. Aujourd'hui, le fait de baptiser son enfant ne va plus forcément de soi dans des familles qui sont souvent très distancées des églises. La pratique semble pourtant perdurer, mais plus après réflexion personnelle que par simple tradition. Le baptême a toujours été une évidence. Ça a toujours été très clair dans nos têtes, simplement que voilà, c'était un acte qui était important et qu'il fallait le faire. Le 10 novembre dernier, nous avons baptisé Lenaël, qui est notre petite dernière. C'était un baptême avec une petite touche écossaise, parce qu'on est de la petite noblesse de ce pays-là. Et nous avons passé un très bon moment avec notre famille et nos proches. Pour moi, le baptême, c'est d'abord demander à Dieu sa protection pour cet enfant. En tant que papa, je protège mes enfants. Mais on ne maîtrise pas la maladie, les personnes malveillantes, les aléas de la vie. Donc pour ça, je demande la protection de Dieu. C'est aussi accepter qu'il y a un autre plan prévu pour cette petite fille. Donc si sa vie devrait être moins longue que ce que j'espère, c'est aussi accepter ça et pas renier ma foi par la suite. C'est vraiment de dire, mes filles, elles sont importantes. Moi, je vais veiller sur elles du mieux que je peux. Mais je ne pourrai pas tout faire non plus. Et donc voilà, je vais confier mes filles à cet être supérieur pour qu'il s'en occupe lui quand moi je ne pourrais pas le faire. C'est aussi une question d'appartenance à une communauté, de dire voilà, on a des origines, on vient d'un endroit, on partage certaines choses, on partage certaines croyances. Allez ma belle, on va se mettre au chaud. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, on y lance tout. Tu t'en souviens toi? Alors, là, il y a l'escalier. Avant de baptiser ma première fille, je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est mieux de baptiser puis de ne pas demander à l'enfant plutôt que de faire un chemin qui amènerait à la foi et que c'est l'enfant qui choisisse de se faire baptiser avec la communion. Et on a décidé, pour cette protection, de baptiser nos enfants. Il a de grandes oreilles pointues, un petit nez qui remue. Il a de grandes moustaches comme ça et de grandes pattes en bas. Baptiser, c'est pas juste du tout cuit, voilà, merci beaucoup. C'est aussi s'engager à amener cet enfant sur un chemin de réflexion. On ne va pas l'obliger, mais c'est vraiment à faire découvrir tous les aspects de la foi. Livre au ciel. Ouais. Attaque le mouchoir. Aux personnes qui ont une hésitation face à ça ou qui n'ont pas envie de faire baptiser leurs enfants, je leur dirais très franchement de faire selon leur envie. Si l'envie n'est pas là ou s'ils ne sont pas sûrs, autant ne pas le faire.
Je pense que vraiment c'est un acte de foi à la base. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dans 2 semaines, nous vous proposerons également une autre série de reportages. Bon confinement et à tout bientôt.